Des chirurgiens orthopédistes de Sfax. Bienvenue à tous nos amis. Je vous remercie d'être là pour la première journée de notre jeûne amical. Nous avons choisi comme thème le ligament croisé antérieur. Pourquoi le ligament croisé antérieur? Eh bien, pour faire connaître notre savoir-faire et l'évaluer, établir le state of the art. Tout au long de cette journée, mes collègues vont nous parler de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour le traitement du ligament croisé antérieur. Permettez-moi, de mon côté, de vous raconter brièvement l'histoire du ligament croisé antérieur. Ça remonte aux Égyptiens, et dans ce papyrus de Smith, il y a une description précise du ligament croisé antérieur, sans invocation religieuse ni sorcellerie. Hippocrate a suggéré la présence des ligaments croisés. Claudius Galen leur a donné leur nom et a précisé leur nature parce qu'auparavant, on pensait que c'était des nerfs. Et puis, pendant 2000 ans, ça a été les vacances pour le croisé antérieur. Les ligaments croisés dans l'histoire, jusqu'à ce que les Allemands, les frères Weber, interrompent cette paix en 1836. Et ils vont faire un travail remarquable et démontrer le rôle important du ligament croisé antérieur dans la mécanique du genou. Ils décrivent en effet, pour la première fois de l'histoire, le tiroir antérieur, c'est le premier signe. Ils vont faire une description précise des insertions fémorales et tibiales du LCA avec ces deux faisceaux et les modifications morphologique et de tension de ces deux faisceaux. En 1845, nous avons Amédée Bonnet de Lyon qui va apporter des éléments décisifs dans le diagnostic de rupture de LCA. Il décrit les signes cliniques, craquement, douleur, impotence fonctionnelle, hémarthrose. Et il va souligner la prévalence du siège proximal des lésions. Il va surtout décrire la subluxation tibiale antérieure, c'est-à-dire le pivot shift, 127 ans avant Mackintosh. Il préconise la mobilisation précoce pour prévenir les lésions dégénératives et pour cela, il fabrique cette machine d'une étonnante modernité. On est en 1845. Pour les lésions chroniques, il conçoit cette attelle. En 1875, Georgius Nullis fait sa thèse en torse du genou à Paris. Il va décrire un test clinique pathognomonique de la lésion du LCA qui ne portera pas son nom, qu'Albert Tria va décrire en 1948, Sterling Ritchie en 1960, mais c'est surtout Joseph Torg qui va le présenter comme une nouveauté en 1976 au congrès de l'AOS et lui donner le nom de son mentor. Vous l'avez deviné, John Lachman. C'est le test de Lachman, un siècle après Nullis. Léopold Dittel cherchait à savoir comment se produisaient les lésions du LCA et le premier chirurgien à avoir noté l'association fréquente LCA et les lits ménisques internes, triade qui sera appelée par la suite triade terrible par Campbell et triade malheureuse par Don O'Donoghue dans les années 60. Paul II, 1879, chirurgien parisien, lui, il va faire une description précise des signes cliniques, craquement douloureux, épanchement rapide, laxité antérieure, qu'il décrit pathognomonique de la lésion du LCA. Pour apprécier le travail de ce second, il faut vous dire qu'à l'époque, il ne pouvait pas compter sur la radiographie parce que les rayons X n'ont été inventés que 6 ans plus tard, en 1885. Donc, à la fin du XIXe siècle, on avait les bases fondamentales des connaissances physiologiques et anatomiques. Et par la suite, on n'a fait qu'approfondir ces connaissances-là. Rudolf Fick a fait une description précise de la tension des deux faisceaux, qui est à la base de la théorie de l'isométrie. Flab, la vascularisation. Regardez ce dessin, ce schéma de Gergis avec les insertions fémorales tibiale du LCA et les modifications morphologiques et de tension à la flexion du genou.
Pour la thérapeutique, la réparation directe a été amorcée par Sir Arthur Mayo Robson en 1895, mais les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. Georges Perthes, c'est le gars au milieu dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé, mécontent des résultats des sutures directes, a proposé ce lassage du bout distal avec passage des deux brins dans deux tunnels fémoraux distincts, et les deux fils sont noués sur le pont osseux qui les sépare. Notez au passage la voie d'abord standard de l'époque, l'une des deux voies d'abord standard, ostéotomie verticale de la rotule et ouverture de l'appareil extenseur. Ivan Palmer, dans sa thèse, lui, il va tout dire, l'anatomie, la biomécanique, la pathologie, le traitement. Il dit qu'il faut opérer rapidement et restaurer l'anatomie. Il insiste sur la nécessité de réparer les deux faisceaux séparément. Il invente même un guide, c'est le premier guide avec un offset fémoral. Les années 50-60, c'est la naissance de la médecine, de la chirurgie du sport aux États-Unis, dont le père était Don O'Donoghue, The Treatment of Injuries to Athletes, en 1962, son premier bouquin. Il préconise aussi la suture. Mais les sutures ont été abandonnées vers la fin des années 80. La reconstruction, les pionniers Ernest William R. Groves, en 1920, il décrit lui aussi la subluxation antérieure après Amédée Bonnet, mais avant Mackintosh. Il utilise le greffon libre en 1920. Il insiste sur l'importance à donner au transplant, l'importance de l'obliquité à donner au transplant par un tunnel fémoral bas. Et ceci en 2002. Voici un dessin de Groves. Notez l'horizontalité du transplant et notez aussi la voie d'abord standard de l'époque, relèvement de la TTA. Alwyn Smith modifie la technique de Groves et il fait un retour interne pour les laxités internes. Les greffes, donc, nous avons vu le TFL. Charles Eckenberry est le premier en 1927 à utiliser la voie parapatellaire interne, évitant l'ostéotomie verticale de la rotule et le relèvement de la TTA. Les ménisques ont également été utilisés, mais abandonnés dans les années 80 lorsque Jack Huston et Peter Walker ont démontré leur rôle dans la transmission des forces de compression et la protection du cartilage. L'utilisation de l'appareil extenseur, Ernest Gold de Vienne utilise le tiers interne pédiculé, donc court, et se contente de le suturer au LCP. Campbell résout le problème de la brièveté du transplant en sectionnant une extension quadricipitale, technique qui va être mise à la mode par Mackintosh et Marshall par la suite. Kenneth Jones, lui, utilise l'originalité sur le tiers central avec un bloc osseux rotulien, mais il choisit un trajet long. Il ne passe pas dans un tunnel tibial, il passe dessus dans le fat pad. Donc avec un transplant court et un trajet long, il est obligé de mettre son tunnel fémoral trop antérieur. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui KJ. Bruckner résout, lui, le problème de brièveté du transplant par un tunnel fémoral borgne et fixe les deux fils tracteurs sur un bouton. Clancy a été un pivot de la technique aux États-Unis. Il utilise le tiers central du tendon rotulien libre plus deux blocs osseux, rotulien et tibial. Un tunnel fémoral, il insiste sur la position du tunnel fémoral en position anatomique basse, de dehors en dedans de préférence, comme Henri Dujour et d'autres. Il dénonce l'oculaire, mais il appelle à ne pas utiliser la voie transtibiale qu'il dit responsable de mauvais placement du tunnel fémoral. Ça a été prouvé par la suite par Kazunori Yasuda et Fred Defoe. Aucun tunnel fémoral n'a été retrouvé en position anatomique chez les propres patients de Fred Defoe. C'est Clancy qu'on essayait qui était notre référence, pas le KJ, comme ce bref compte-rendu de 1980.
vis à haut standard sans guide de visée, comme nous l'avait appris Pierre Chamba. Les vis d'interférence venaient d'être mises au point par Kenneth Lambert en 1983, avant que Kurosaka démontre en 1987 leur supériorité sur tout autre système de fixation. Le transplant quadricipital est un excellent transplant, mais utilisé surtout dans les reprises. Quelques mots sur les ischio-jambiers. Galeazzi est le premier, mais il n'a pas publié en anglais. Donc celui qui est retenu, c'est Massé de la Mayo Clinic. Lindemann a utilisé le gracilis en dynamique, en double faisceau et puis en quadruple faisceau. Deux mots sur la reconstruction extra-articulaire, utilisée au départ pour les laxités internes et popularisée dans les années 60 par Lemaire à Paris, McIntosh et David McIntosh aux États-Unis. Beaucoup d'autres ont utilisé ça. Une mention spéciale pour James Andrews, parce que c'est la plastique que personnellement j'ai utilisée. Enfin, l'arthroscopie, d'abord rudimentaire dans les années 80, elle a connu une explosion technique et technologique qui a changé le visage de la ligamentoplastie du LCA, qui était dans les années 80 et 90 affaire de chirurgiens spécialistes du genou, est devenue aujourd'hui affaire de tout bon chirurgien qui se respecte. Elle a déclenché des complications, elle a connu des revers dans les deux premières décades à cause de l'utilisation du tunnel transtibial et aussi de mauvaises lectures de repères osseux tels que le Resident Ridge décrit par Clancy. Fin de l'histoire, retour au présent. Je vous remercie.